Salut à toutes et à tous, c'est le fils de Bulle. Ça fait maintenant un petit moment que je suis sur YouTube, et j'aimerais opérer un bilan de ces quelques années passées à vous parler de bandes dessinées diverses sur la plateforme. Ce sera l'occasion de parler du marché de la bande dessinée bien sûr, mais aussi et surtout de celui de l'influence, et de la critique d'œuvres d'art sur les réseaux. Les gars, les meufs, lecteurs ou artistes, éditeurs et viewers, influenceurs BD, faut qu'on parle. A noter que ce texte est une adaptation libre d'un article de Siegfried Wurst, que je vous glisse en description. L'article d'origine parlait du rôle des influenceurs dans le marché des jeux de société. Je me suis permis de l'adapter au sujet du marché de la bande dessinée, avec l'autorisation bienveillante de son auteur bien sûr, qui est d'ailleurs le monsieur que j'ai invité dans mon dernier épisode de la dernière fois. Bien, critique de bande dessinée sur YouTube et Instagram depuis environ 4 ans, j'ai récemment pris la décision de ne plus courir après les services presse, d'arrêter les chroniques Insta et de repositionner ma chaîne YouTube en dehors des nouveautés BD. Toute personne évoluant dans le milieu de la bande dessinée, et aimant évoluer dans ce milieu, ne peut manquer de réfléchir à la place qu'il y occupe, et à la manière dont il l'occupe. Voici quelques-unes des réflexions que mon parcours m'a inspiré, qui valent donc bien sûr avant tout pour moi, et qui n'engagent que moi, mais dont je pense qu'elles mettent quelques tabous en lumière, et dont certains points seront peut-être inspirés à d'autres des méditations plus pertinentes. Cette vidéo poursuit donc un double objectif. Expliquer ce que je fais sur YouTube, ma manière de travailler et de concevoir mes vidéos, et rêver naïvement un monde critique toujours meilleur. N'hésitez pas à réagir à ce que vous estimeriez lacunaire ou faux, ou à me demander des précisions sur des aspects sur lesquels je pourrais être trop rapide ou confus en commentaire. Bien, cela fait pas mal de temps que j'ai quasiment arrêté de consommer du contenu en rapport avec ma passion première, la bande dessinée. C'est d'autant plus dommage que j'aimerais me reporter aux avis des confrères, afin d'aviser de mes prochains achats bien sûr, et tout simplement de réfléchir aussi à la manière dont une même œuvre est reçue par différents lecteurs. Si je ne les lis et ne les regarde pratiquement plus, c'est que j'ai trop souvent l'impression qu'après nous avoir longuement résumé l'histoire, moins bien que sur la 4ème de couverture d'ailleurs, le critique nous balance soudain dans une conclusion de 5 lignes, c'est un coup de cœur. Et je ressors donc frustré, incapable de savoir si la BD est faite pour moi, ce qui est, me semble-t-il, la mission première de l'influenceur. Je suis donc obligé de me dépatouiller avec cette marque d'appréciation absolue d'un kidam qui aurait cru que l'expression rapide de sa simple opinion aurait la moindre valeur. D'autant plus quand chaque coup de cœur se retrouve de façon tout à fait hasardeuse être un envoi cadeau de la part d'un éditeur. Comment faire confiance? Après, l'influenceur a le droit d'adorer absolument tout ce qu'il lit. Je ne dis pas que c'est toujours une manière de flatter les éditeurs pour recevoir d'autres BD gratuitement. Simplement, quand un influenceur parle de coups de cœur à chacun de ses posts, sans apporter de plus-value, sa prise de parole a-t-elle réellement la moindre valeur critique? Si toutes les BD sont des coups de cœur, aucune ne se démarque vraiment et finalement aucune n'est réellement un coup de cœur. Bref. Je qualifie cette habitude de culture du coup de cœur permanent. Et c'est dommageable, car cela empêche toute nuance dans l'appréciation d'une bande dessinée. Un kidam qui apposerait un sticker coup de cœur sur toutes ses lectures paraîtrait à mes yeux avoir bien peu de goût, ou en tout cas faire bien peu de cas de la notion de nuance. Cela dit, il resterait toujours à mes yeux bien plus estimable que le même comportement opéré par quelqu'un qui, en plus de ça, se ferait offrir l'ensemble de ses lectures par des éditeurs. Soyons sérieux, on ne peut récuser l'impact au moins inconscient d'un cadeau sur la critique. On n'aime pas dire du mal de ce qui nous est donné, et c'est renforcé consciemment par le désir d'en recevoir d'autres et de ne pas fâcher le donateur. D'autant plus quand ces BD permettent d'alimenter un compte Insta ou un compte YouTube. Si les éditeurs donnent, c'est bien sûr pour recueillir des articles positifs, mais aussi pour médiatiser une BD, qui se vendra d'autant mieux si tout le monde en parle. En théorie, la qualité d'un article leur importe. En pratique, quelques Instagram, des book hauls insipides ou une 10e vidéo résumée suffisent largement à faire parler de l'œuvre. C'est pourquoi j'utilise tant le terme d'influenceur, que beaucoup n'aiment pas, et à raison, tous préférant se considérer comme critique, chroniqueur ou journaliste, ce qui est d'ailleurs un peu aussi mon cas, puisque je me prends à rêver d'être un critique de bande dessinée. Mais il ne faut pas faire semblant d'oublier que les éditeurs nous envoient des BD pour l'influence que nous pourrons exercer sur nos lecteurs, et être payés même en nature pour exercer une influence sur une communauté, et n'est-ce pas la définition même de l'influenceur plus que du critique? Heureusement, de nos jours, avouer qu'on est un influenceur, c'est pas une malédiction péjorative. L'influenceur le plus estimable sera probablement celui dont le contenu sera si intéressant que sa communauté ne pensera pas à lui comme à un influenceur, mais comme à un critique.
À l'influenceur donc de valoriser le nom qui le désigne par son travail, plutôt que de lutter pour un nom plus valorisant en soi sans améliorer sa pratique. Je ne sais pas comment vous me considérez, vous, cher public abonné du Fils de Bulle, mais je sais comment moi je veux me percevoir et ce que je dois faire pour y parvenir. Cela dit, autant je me méfie des influenceurs qui aiment toujours tout, autant je me méfie aussi des râleurs professionnels qui crachent et détruisent 80% du temps. La critique cinématographique a bien moins peur d'être cinglante que la critique de BD. Faut dire que les enjeux économiques sont moins forts. Et tout bêtement, que l'on connaît rarement personnellement l'auteur, les personnes impliquées dans la création d'un film. Défoncer Avengers, ça défoule l'auteur, ça amuse les lecteurs, les billets ne se vendent pas moins et personne ne nous en veut. Au pire, y perdra-t-on une journée presse aux frais de la Warner, pour ceux qui s'en soucient. Moi, j'aime paradoxalement assez le fait que l'enjeu soit plus fort dans la critique de bande dessinée. Savoir que des personnes ayant travaillé sur l'œuvre peuvent nous lire ou nous regarder pousse à plus de mesures, même si, bien sûr, nous sommes tous faillibles, et moi le premier. Je dois ainsi reconnaître qu'une BD qui ne me plairait pas pourrait plaire à un autre, et que je n'ai pas pour vocation d'imposer mon petit avis comme vérité unique. Si je n'ai pas de mal à exprimer mon enthousiasme, j'ai ainsi des scrupules à être trop négatif, au risque d'être injuste. J'entends bien ceux qui, mécontents d'un monde critique trop rose, clament leur appréciation des blogs qui osent dénoncer des BD, ou des éditeurs, mais il faut pourtant aussi entendre ceux qui reprochent aux critiques d'être violents seulement parce qu'ils n'ont pas perçu pour qui la BD était faite, ou qu'ils seraient passés à côté de quelque chose, ou même, tout simplement, parce qu'ils seraient violents de façon gratuite, sans s'en rendre compte parfois, ou bien par habitude ou pour amuser la galerie. Encore une fois, si on estime que la mission d'un influenceur est d'aider le lecteur à déterminer si une BD est faite pour lui, être distancié est fondamental, mais nuire à une BD parce qu'on laisserait parler nos goûts plus que notre esprit critique est autrement plus dangereux que d'en faire un peu trop vite la louange, à mon humble avis. Encore faut-il savoir exprimer cette louange, qu'elle soit aussi un aboutissement logique, presque objectif, d'une argumentation, et qu'elle implique tout de même une échelle des appréciations. C'est le problème du coup de cœur permanent, on est d'emblée dans un tel absolu que toute nuance est ensuite impossible. Dites trop souvent des BD que vous chroniquez que ce sont des chefs-d'œuvre et vous donnerez l'impression d'être insultant quand vous direz d'une autre qui n'est que très bon ou que top. J'en ai fait les frais. C'est pour cette raison que certains auteurs, autrices, éditeurs, éditrices me font la gueule parce que je n'ai pas assez aimé l'œuvre proposée ou que j'en ai préféré une autre, soi-disant objectivement moins bonne, en particulier quand il s'agit d'une BD de super-héros, censée être moins intime ou pertinente qu'une BD dite alternative. On en reparlera peut-être un jour. Et je ne parle là que des reproches, de ce que la critique peut gagner à ne pas fâcher bêtement un auteur-éditeur, mais afin de satisfaire le lecteur, il s'agit aussi d'être au moins aussi constructif dans l'éloge. Franchement, quand je vois « c'est un vrai coup de cœur après 10 lignes de critique », j'ai souvent peine à me départir de l'impression que le rédacteur ne s'est pas foulé, qu'il a reçu la BD gratuitement et s'assure de caresser l'éditeur dans le sens du poil. Peut-être à tort bien sûr, encore une fois, le rédacteur peut se sentir particulièrement à l'aise avec des articles synthétiques exprimant franchement un enthousiasme fréquent et non moins sincère. Mais en réalité, pour être honnête, j'en doute fortement. Comme quand un auteur promeut la BD de son pote, lui-même auteur, en disant que c'est super bien. Ça l'est peut-être, mais parfois on aime une œuvre parce qu'on aime son auteur et non pas parce que l'œuvre possède des qualités particulières qui sauront toucher les autres. Bref, si vraiment la BD est un coup de cœur, et c'est censé être rare, nous sommes obligés d'expliquer pourquoi. Le lecteur n'est pas plus avancé de savoir qu'un quelconque autre lecteur distinct seulement, par la possession d'un compte spécifique au partage sur sa passion, a adoré une BD. Par contre, il sera peut-être plus intrigué s'il a l'impression d'apprendre à connaître le blogueur quand celui-ci lui dit ce qu'il aime et qu'il n'aime pas, ce à quoi il est particulièrement sensible et ce qui le laisse de marbre, ou même simplement ce qui avait pu attiser sa curiosité dans le titre qu'il teste, d'où il part avant de sauter et où il arrive. J'aime par exemple rappeler, quand c'est pertinent, que je suis loin de vivre de l'influence, que je suis libraire spécialisé en sciences humaines et que je touche le SMIC. Ce qui influe forcément sur ma valeur perçue d'une BD. Quand on touche le SMIC, une BD c'est cher, et on en attend donc plus qu'une personne pour qui c'est une pécadille. J'aime aussi rappeler que je déteste la SF tout autant que je l'aime, que je change d'avis très souvent et que j'adore la réglisse. Que je vote à gauche depuis bien longtemps, bien que ma famille vote absolument l'inverse, que je suis débaptisé, que j'ai une haine profonde à l'encontre des religions, mais que beaucoup de gens que j'aime sont profondément croyants, que j'ai un master en philosophie, mais que je déteste parler de philosophie, et que mon syndrome de l'imposteur m'empêche de faire quoi que ce soit qui pourrait m'aider à avoir une vie un peu meilleure, notamment dans le domaine de l'influence. Ah, et que je suis marié aussi, désolé mesdames, et que je ne compte pas avoir d'enfants. Si parler de soi quand on parle des œuvres peut parfois paraître prétentieux,
Il s'agit avant tout d'expliquer un attrait personnel très fort pour une BD, d'exposer une convergence entre ce qui est et ce que je suis, au-delà d'un goût vague comme on peut en avoir pour à peu près n'importe quoi. Tenter de promettre une analyse un peu différente de celle qu'apporteraient des blogueurs n'ayant pas les mêmes affinités, et tout simplement de conférer un peu d'identité à la critique en question. Or, nous avons tous nos parcours et nos affections, et tous le moyen de nous raconter un peu dans nos critiques, sans qu'ils virent pour autant au journal intime. Moi, le fils de Bulle, j'ai décidé de ne plus jouer le jeu du coup de cœur permanent. Le problème d'être un influenceur BD, c'est que ça implique d'être en permanence à la recherche d'idées de contenu. Quand on lit des BD, on a toujours en tête le post qu'on va écrire, on lit tout en cherchant un angle d'attaque pour en parler, et à la fin, on se raccroche au moindre sentiment pour s'en saisir, l'amplifier, le gonfler, lui donner assez de matière pour en faire quelque chose d'exploitable. Lire une BD en pensant au contenu qu'elle va nous permettre de faire, ça crée de fait des biais qu'un lecteur normal n'a pas. Parler d'une BD dont on connaît l'auteur personnellement, ça crée des biais que le lecteur normal n'a pas. Parler d'une BD envoyée gratuitement par un éditeur en échange d'un petit mot, ça crée des biais que le lecteur normal n'a pas. Lire une BD en espérant pouvoir en faire un coup de cœur, ça crée des biais que le lecteur normal n'a pas. Et bien sûr, parler d'une BD 10 minutes après l'avoir lue, ou bien 6 mois après, ça ne produit pas tout à fait le même discours critique. Aucun de ces biais n'est grave en soi. La question c'est simplement, qu'est-ce que je cherche moi? Qu'est-ce que vous cherchez vous? Moi, je vais être honnête, ça me prend la tête de devoir vous parler de mes lectures récentes. Et dans le même temps, ça me prend la tête de lire vos critiques sur vos lectures récentes. Je m'en rends compte un peu tard parce que je voulais pas me l'avouer, mais ça m'intéresse pas en fait. Et je suis pas con, je sais que c'est important pour les auteurs, autrices, éditeurs, éditrices, bref, je sais que c'est important pour le marché de la BD que des gens parlent des œuvres, en disent du bien, donnent envie de les acheter. Moi, je veux bien le faire, mais pas comme ça. Je ne veux plus lire pour créer du contenu, je veux créer du contenu parce que j'en ressens le besoin, parce que viscéralement j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Vous avez vu que depuis quelque temps, j'ai quasiment arrêté de vous parler de BD franco-belge. La raison est simple, je suis gavé. Comme une oie, j'ai trop bouffé de BD médiocres que les autres influenceurs m'ont survendu. Trop bouffé de BD super mais pas faites pour moi, parce que les SP et les influenceurs ne ciblent pas forcément les bonnes personnes. Trop bouffé de mails d'auteurs voulant m'envoyer leur BD dans l'espoir que j'en parle sur les réseaux. Trop bouffé de BD au potentiel excellent mais resté en surface car suivis par des éditeurs qui, selon moi, n'ont pas fait leur travail et se sont contentés de caresser l'auteur dans le sens du poil de peur de le brusquer. Et surtout, j'ai trop bouffé, surconsommé dans l'espoir de trouver un coup de cœur dans toutes ces BD ingurgitées pour pouvoir produire du contenu. Problème, je suis trop difficile et j'ai un tel mal au bide que je finis par vomir même des bonnes BD tellement je n'en peux plus. Je ne rejette la faute sur personne, c'est de ma faute, c'est de la mienne. Je me suis laissé prendre par un engrenage que j'étais pas prêt à assumer. C'est pour ça que j'ai beaucoup ralenti le rythme de la chaîne, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup parlé de super-héros récemment. Les comics de super-héros sont une valeur refuge pour moi. Ça me rassure. Alors, je délaisse depuis quelque temps le franco-belge pour me réfugier à nouveau dans cet univers mental limitant. Parce que y a ce petit quelque chose qui me plonge dans une totale incapacité à vibrer à la même fréquence harmonique que mes confrères. Voilà. Il y a une petite vidéo bonus à découvrir sur ma page Tipeee pour celles et ceux qui soutiennent financièrement la chaîne ou qui veulent s'y mettre. C'était la dernière vidéo de la saison, je vais faire une petite pause digestion et on se reverra sans doute après l'été. Prenez soin de vous, dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire en commentaire et puis lisez de bonnes BD, c'est-à-dire lisez les BD qui vous correspondent, je suppose.